Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur la réalisation d'un projet de revue de la portée. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la collecte des données, pas la collecte des données, pardon, mais le résumé des données probantes et comment présenter les résultats pour finaliser, si on veut, le processus de la rédaction de la revue de la portée. C'est important de se rappeler que les conclusions que vous allez tirer par rapport à votre revue de la portée vont dépendre de la qualité des informations que vous allez extraire des études incluses. Donc, rappelez-vous, après avoir lancé votre stratégie, après avoir fait le tri des titres et résumés et ensuite du texte intégral, vous avez maintenant un corpus de données, donc les études qui ont été incluses par rapport à tout ce processus-là de sélection. Maintenant, avec ces études-là, on doit pouvoir extraire certaines informations qui vont vous permettre de présenter certaines conclusions. Donc, c'est assez important comme étape, évidemment, et nous allons aujourd'hui parler des différentes parties de ce processus final avant la rédaction de votre revue de la portée. Donc, évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de la collecte des données pertinentes par rapport aux études incluses, l'utilisation de formulaires et ou de tableaux selon vos préférences. Ensuite, aussi, de pouvoir identifier les thèmes, les tendances et certaines lacunes par rapport aux études qui sont incluses pour pouvoir ensuite produire une synthèse narrative et de pouvoir non seulement finaliser le tout de façon cohérente, mais aussi en suivant certaines lignes directrices, dont l'extension pour les revues de la portée du fameux Prisma. Donc, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Et finalement, quelques pistes pour vous aider à diffuser les fruits de votre travail, donc votre revue de la portée finale. Le gros de la présentation aujourd'hui se base sur cet article qui a été publié récemment en 2023 sur les recommandations pour extraire, analyser et présenter les résultats de la revue de la portée. La raison que je mentionne cet article, qui était vraiment un atout là, en termes de ligne directrice ou de guide méthodologique pour cette étape qui est souvent mise de côté dans les autres articles portant sur la méthode de la revue de la portée. Donc, c'est un article qui vient vraiment répondre à plusieurs questions, qui peut permettre aussi une réflexion sur le processus d'extraire, d'analyser, de présenter vos résultats dans le cadre d'une revue de la portée précisément. Il y a beaucoup de matière en lien avec les revues systématiques, mais il y en avait très peu au niveau d'élaborer un peu cette étape-là, qui pour plusieurs semblait peut-être moins évidente, plus ambiguë. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller chercher les données pertinentes dans les études incluses. Et pour ce faire, il y a différentes choses qu'on peut retenir. D'abord et avant tout, il y a une différence importante avec les revues systématiques. Rappelez-vous, les revues systématiques vont poser une question très précise, souvent en lien avec une intervention. Donc, quel est l'effet ou l'impact d'une intervention sur une certaine problématique? Donc, c'est d'aller voir dans toutes les études qui ont utilisé la même méthodologie souvent et qui vont aussi souvent avoir plusieurs caractéristiques qui se ressemblent. Donc, c'est facile de pouvoir prendre les données de chaque étude dans une revue systématique et de faire une comparaison, et même si on veut pousser plus loin, de faire une méta-analyse. Mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'objectif d'une revue de la portée. Rappelez-vous, une revue de la portée cherche à répondre ou à démontrer l'état de la littérature sur un phénomène particulier. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui existe dans le domaine. Les questions sont souvent plus exploratoires, plus générales. Donc, à ce moment-là, on veut vraiment aller chercher des exemples ou, c'est-à-dire des preuves parmi ce qui a déjà été publié pour pouvoir catégoriser l'information et qui va souvent venir de sources disparates, que ce soit des articles de revues savantes, mais aussi ça peut être des documents gouvernementaux, ça peut être des rapports publiés mais non évalués par les pairs. Donc, il y a vraiment plus un amalgame de ressources dans le cadre d'une revue de la portée versus une revue systématique. Comme je l'ai mentionné, il manque certaines lignes directrices. Donc, à ce moment-là, l'article que je vous ai proposé peut vraiment aller vous aider à donner des pistes de réflexion par rapport à cette étape importante. Il ne faut pas oublier non plus de revenir à sa question initiale de recherche ou ses questions de recherche pour pouvoir faire un lien avec l'information que vous voulez extraire et ne pas extraire n'importe quoi, mais vraiment d'aller rejoindre votre question de recherche pour pouvoir y répondre. Donc, rappelez-vous de cet élément important.
Un autre conseil super important qui n'est pas évident dans le contexte de la revue de la portée, c'est de ne pas extraire les résultats des études indépendantes. Il y a plusieurs raisons pourquoi on ne fait pas cette extraction des résultats, mais plutôt des informations plus au niveau des différentes méthodes utilisées, des différents sujets abordés, mais ne pas nécessairement prendre pour acquis qu'on a besoin d'aller chercher les résultats des différentes études incluses dans notre corpus de données. Donc, posez peut-être la question, mais pourquoi pas extraire les résultats? Une des raisons principales, c'est qu'on ne fait pas habituellement dans une revue de la portée une évaluation critique des études incluses. Donc, on ne peut pas vraiment se fier sur la, l'exactitude, mais pas l'exactitude, mais plutôt la qualité des différentes études parce qu'on ne fait pas cette évaluation critique. C'est une option si vous voulez le faire, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est un des critères pourquoi on ne va pas nécessairement extraire les résultats. L'autre, c'est parce que, comme je l'ai dit déjà, on a tendance à avoir plusieurs types de méthodologies dans le cadre d'une revue de la portée versus la revue systématique. Donc, on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges, avec des ananas, avec des raisins dans le contexte d'une revue de la portée, tandis qu'on le fait plus souvent dans une revue systématique parce qu'on a tendance à comparer justement des pommes avec des pommes. Ce qui est important de retenir aussi à l'étape de recueillir des données pertinentes, c'est de pouvoir suivre trois étapes. Donc, l'extraction des données, l'analyse et ensuite la présentation des données. On va aller un peu en détail dans ces différentes étapes-là également. Une façon facile, c'est évidemment de se créer un formulaire ou de se créer un tableau pour pouvoir extraire de façon plus objective l'information des différentes études incluses. Pour revenir encore une fois à l'importance de ces questions de recherche, c'est vraiment d'aller puiser les informations dans chaque article qui va vous permettre de pouvoir répondre à vos questions de recherche. Donc, préparez votre formulaire en fonction de votre question de recherche. C'est quoi les éléments que vous avez besoin pour répondre? Ces éléments-là peuvent être de nature très simpliste ou peuvent être évidemment plus compliqués. Donc, simpliste, par exemple, c'est la date de publication, c'est l'endroit où l'étude a été menée, c'est le nombre de participants dans l'étude, c'est le type de méthodologie utilisée. Donc, ce sont des informations qui sont plus faciles à aller chercher. Ensuite, on va aller chercher évidemment un peu plus d'informations basées sur la question de recherche. Donc, c'est-à-dire comment ils ont mesuré tel ou comment ils ont observé tel phénomène dans le contexte de la recherche pour venir répondre à la question précise ou à la question exploratoire que vous avez pour votre revue de la portée. Également, à cette étape, si vous décidez de faire un formulaire et que le processus se fait en équipe pour l'extraction des données, c'est bon de fournir des descriptions pour les informations qui sont recherchées. Donc, d'avoir justement euh, une brève description de ce que la personne doit aller chercher dans l'article et comment aussi le formater dans le formulaire. Ça peut être utile d'utiliser le modèle PCC, donc population, contexte et concept, si vous vous rappelez ce modèle-là lors de l'élaboration de la question de recherche ou tout autre modèle que vous utilisez pour formuler votre question, d'aller chercher ces éléments-là pour pouvoir, encore une fois, faciliter le processus du repérage à même un article pour tirer les informations liées à la population, au contexte et au concept à l'étude. Comme ça a été le cas pour le tri des titres et résumés et aussi pour la phase du texte intégral, c'est très important ou recommandé de faire un test ou un projet pilote du formulaire d'extraction et de le modifier au besoin. Donc, c'est une bonne pratique de faire ce test aussi à cette étape de la revue de la portée. Meilleure pratique aussi va suggérer que deux personnes soient responsables pour l'extraction des données. C'est une étape évidemment qui prend plus de temps que les deux étapes précédentes parce que là, on doit vraiment lire l'article à fond et aller chercher les informations qui sont peut-être pas toujours évidentes. Donc, on doit aller puiser dans l'article pour trouver ce qu'on cherche. Mais je suis très conscient que souvent, on a seulement très peu de temps ou on a peu de ressources aussi. Donc, l'étape peut se faire à une personne et il peut y avoir une autre personne qui va faire une vérification d'un certain pourcentage pour s'assurer que toute l'information est bel et bien extraite là, des articles inclus. Dans Covidence, on a vu dans l'autre vidéo sur l'évaluation des titres et résumés du texte intégral, Covidence vous permet de faire plusieurs choses et ils ont également intégré la possibilité de faire l'extraction des données à même son projet.
Donc, je vous présente une capture d'écran du gabarit pour l'ébauche d'un formulaire d'extraction des données. Je voulais juste vous le présenter rapidement pour que vous voyez un peu la flexibilité du formulaire. C'est évidemment quelque chose qui peut prendre du temps à mettre en place, mais une fois que c'est là, le processus d'extraction se fait facilement sur le site Covidence. Donc, vous pouvez vous connecter et ensuite, vous pouvez justement ouvrir le PDF et ensuite faire l'extraction dans la colonne que vous voyez à droite. Donc, dans le centre de la page, vous voyez un peu différents éléments du formulaire. Donc, on peut avoir un en-tête, on peut avoir des questions ouvertes où on tape les réponses. On peut aussi avoir des questions, comme vous le voyez vers le bas à droite, euh, la possibilité justement d'avoir des questions fermées avec des boutons, mais aussi des listes ou des boîtes où vous pouvez cocher, donc selon la question. Il y a différents types de questions qu'on peut utiliser dans le formulaire. Donc, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez formater le tout. On peut déplacer des éléments et on peut aussi fournir des descriptions. Donc, on peut voir, par exemple, dans la colonne de droite, pour le titre, on peut dire titre de l'article, le résumé ou le rapport. Donc, il y a une petite description. Donc, on peut ajouter une définition ici aussi dans le gabarit. On peut aussi fournir, comme je l'ai mentionné, des éléments pour décrire un peu le format et aussi l'information recherchée. Donc, à partir de l'article de Pollock et compagnie que j'ai fait référence là, au tout début, vous avez la possibilité ici de voir dans le tableau 2 un exemple de l'information fournie pour chaque champ d'où l'information doit être puisée. Donc, un peu comment formater les choses là, euh, dans le gabarit. Évidemment, on va souvent, une fois que l'extraction est complète, on va souvent créer des tableaux pour la revue même, donc pour la publication. Il peut y avoir des tableaux, et c'est souvent le cas là, dans la majorité des revues de la portée, on va trouver des tableaux qui ressemblent un peu à celui-ci. Donc ça, c'est tiré d'un article sur la taille des salles de classe et l'impact sur le rendement scolaire. Donc on voit ici une capture là, de quelques sections du tableau. Donc, on peut voir, par exemple, qu'ils sont allés chercher le pays où l'étude a été menée, la période, l'année scolaire, donc la 10e année, etc. Le type de design aussi, la méthodologie, et ensuite la taille des classes, etc., etc. Donc, on peut le voir ici là, dans le tableau, ce qui a été présenté dans l'article. Et ensuite, on en fait une présentation narrative dans son texte pour expliquer un peu le tableau également. Donc, il y a l'option Covidence que je vous ai présentée. Il y a aussi l'option Excel ou Google Sheets qui peut servir comme processus pour l'extraction des données. Donc, on peut tout simplement créer un tableau très simple avec par rangée le nom des études et ensuite par colonne l'information que vous cherchez à retirer des différentes sources que vous avez dans votre corpus de, de, euh, de ressources. Donc, vous pouvez faire ça un petit peu comme le modèle là, qu'on voit ici à l'écran. Évidemment, le tableau vous permet d'aller chercher, ou le fichier Excel vous permet d'aller chercher plus d'informations, quitte à décider plus tard ce que vous allez inclure dans le tableau pour la publication. Donc, une fois que l'information est extraite des différentes sources que vous avez dans votre corpus final, vient le temps ensuite de préparer ou d'identifier les thèmes, les tendances que vous voyez et aussi peut-être aussi d'identifier les lacunes pour pouvoir offrir des pistes pour une réflexion ou aussi pour la recherche à venir, des propositions de recherche antérieures ou futures, je devrais dire. Donc, rappelez-vous aussi de ne pas extraire les résultats. Ça fait 2 fois que je le mentionne, donc n'oubliez pas que ici, parce qu'il n'y a pas d'évaluation critique des études incluses, c'est important de ne pas nécessairement retirer l'information, les résultats des différentes études. Donc, c'est un point à retenir pour la revue de la portée. C'est vraiment de présenter un état de ce qui a été fait au niveau de la recherche en lien avec votre question exploratoire. Ce que vous pouvez faire, par contre, évidemment, c'est d'aller chercher des statistiques descriptives, donc le nombre d'études par région géographique ou le nombre d'études portant sur le cycle primaire versus le cycle secondaire, par exemple, dans le cas des tailles de salle de classe. Donc, vous pouvez faire un peu cette présentation descriptive de certaines données. Donc, ça se fait habituellement dans le cadre d'une revue de la portée.
Puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez présenter de manière narrative les différents thèmes qui émergent dans votre corpus. Donc, à ce moment-là, vous allez voir un peu ce qui a été présenté. Et avec votre tableau, soit dans Covidence ou dans Excel, vous allez pouvoir déceler un peu ces thèmes-là pour pouvoir les présenter, encore une fois, de façon objective, puis de dire, ben, il y a 5 articles qui portent sur tel thème, 5 autres qui portent sur celui-ci, etc., etc. Évidemment, si vous êtes en mesure de pouvoir déceler les lacunes des différentes études, donc soit les problématiques, donc c'est possible de le présenter. 3 des 20 articles qu'on a inclus ont un échantillon très petit, donc les résultats ne sont pas vraiment représentatifs, par exemple. Les articles aussi vont souvent faire état des limites de leur étude. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi peut-être présenter les limites, puis pour pouvoir justement dire, ben, finalement, parmi les 20 articles, il y en a 15 qui présentent telle limite et il y a un besoin de faire de la recherche plus avancée dans dans ce champ-là. Il y a l'analyse de contenu qui est proposée aussi dans l'article de Pollock et compagnie de 2023. On présente 2 possibilités pour faire une analyse de contenu qualitative. Donc, à ce moment-là, une fois que vos études, vous avez réussi à extraire certaines informations de base plus descriptives, il y a une façon ensuite de pouvoir faire cette analyse de contenu plus poussée. Donc, Pawlik propose 2 approches qui ressemblent beaucoup à ce que on entend dans le domaine de la recherche qualitative, donc soit la méthode inductive ou la méthode déductive. Donc, la méthode inductive, c'est une lecture initiale des textes que vous avez dans votre corpus. Vous allez faire une catégorisation générale de ce que vous repérez. Donc, il peut y avoir 20, 30 différentes idées générales parmi les études qui sont dans votre corpus. Vous allez pouvoir ensuite faire un regroupement de ces idées générales et pouvoir proposer un modèle à la fin pour bien comprendre un peu le corpus que vous avez euh, pour votre revue de la portée. La méthode déductive, c'est que vous arrivez déjà avec un modèle et vous appliquez ce modèle-là à votre corpus. Et ensuite, ce qui peut se faire une fois que l'évaluation, une fois que l'analyse a été faite, vous pouvez en faire une révision par groupe. Et aussi, la méthode déductive, selon Parlock, dans leur article, propose aussi qu'il y a des pistes pour pouvoir permettre de changer certaines informations en cours de route. Donc, c'est-à-dire, ah, on n'a peut-être pas pensé à cet aspect-là. C'est seulement en lisant les articles qu'on se rend compte que ça pourrait être intéressant. Donc, on peut retourner en arrière, rajouter ça peut-être au formulaire pour l'extraction et de compléter l'information au besoin. Donc, les deux méthodes sont proposées. J'en ai fait évidemment un survol assez rapide pour les fins de la présentation, mais vous pouvez en apprendre davantage dans l'article. Ça va un peu plus en détail là, pour les 2 approches proposées pour l'analyse de contenu, qui n'est pas essentielle ou nécessaire, mais c'est une option qui présente vraiment une façon plus poussée là, d'aller vérifier le contenu ou de présenter le contenu des études incluses dans votre revue de la portée. Évidemment, une fois que votre analyse est complète, on passe maintenant à la production de la synthèse. Et la synthèse, dans ce cas-ci, ce n'est pas une synthèse subjective, c'est vraiment une présentation plus objective sous forme de narration. Donc, vous allez présenter les résultats et vous allez montrer, si on veut, là, ce qui existe dans la littérature sur votre sujet. Donc, comme je l'ai mentionné, il est fort probable que vous allez avoir des données descriptives ou des statistiques descriptives dans votre analyse préliminaire et vous allez pouvoir faire cette présentation sommaire des données sous forme d'un résumé descriptif pardon, des points de base. Donc, c'est-à-dire les éléments, comme je l'ai fait tantôt, par rapport peut-être à la géographie, au contexte, d'autres informations par rapport à la méthodologie utilisée dans les diverses études, etc. Soyez vigilants encore une fois de ne pas tirer des conclusions. L'objectif d'une revue de la synthèse, c'est pas de prouver qu'il y a un impact ou pas d'une intervention, c'est vraiment de dire, ben, il y a tant d'études qui ont fait une étude ou il y a tant d'études, pardon, qui ont fait une recherche sur le sujet et voici ce qu'il y en est. Donc, c'est vraiment une présentation des faits sans nécessairement tirer certaines conclusions. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre parce que on a tendance à dire, ben, il y a 20 articles qui sont pertinents et ils démontrent tout un certain point,
Mais c'est important peut-être de prendre ce point de recul. Et encore une fois, je reviens à Pollock et son article. L'article présente vraiment cette idée de faire attention de pas tomber dans l'univers des revues systématiques. Donc, je pense que c'est important de retenir cette distinction importante entre les deux. C'est vraiment plus une revue exploratoire sur un phénomène et de connaître l'état de la littérature dans un domaine sans nécessairement tirer des conclusions à partir des résultats des études incluses. Donc, c'est vraiment l'importance de catégoriser les informations selon les thèmes que vous observez et de pouvoir préciser au lecteur que vous avez constaté dans le corpus qui existe sur votre question de recherche les éléments qui reviennent dans plusieurs études. Et ne pas perdre le fil de votre question de recherche. C'est facile à ce point-ci, surtout dans le processus de créer son formulaire pour l'extraction des données de peut-être inclure trop d'informations, donc d'aller chercher trop d'informations dans les études. Rappelez-vous, c'est quoi votre question de recherche ou vos questions de recherche. Revenez-y, puis pensez, bon, est-ce que j'ai besoin de cette information-là quand vous faites l'extraction et encore plus quand vous présentez? Qu'est-ce qui va aider finalement à venir répondre à vos questions de recherche? Donc, ne perdez pas cette idée-là lorsque vous avez, euh, lorsque vous êtes à l'étape, pardon, de produire votre synthèse. Ce qui peut venir vous aider dans tout ça, c'est vraiment de voir ou de vous tourner vers des lignes directrices. Donc, tout comme l'article d'Arksy O'Malley ou la mise à jour qui a été publiée par Colquhoun en 2021, ou même l'article de Pollock qui propose des pistes pour la méthodologie, il y a également des outils qui existent pour la présentation des données dans le cadre de différents types de revues. Et c'est ce qui vient à me présenter ce qui vient à présenter justement l'extension Prisma pour les revues de la portée, qui s'appelle le Prisma-SCR pour Scoping Review. Donc, c'est une extension qui a été publiée qui présente certaines nuances par rapport à la présentation du Prisma. Si vous vous posez la question sur l'acronyme PRISMA, c'est le Preferred Reporting of Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Donc, c'est vraiment ce que ça revient à dire. Donc, le PRISMA a été initialement créé pour les revues systématiques et les méta-analyses. Il a été adapté au fil du temps par d'autres types de méthodes, d'autres types de revues, dont la revue de la portée pour le Prisma-SCR. Donc, c'est une liste de contrôle qui comprend 22 items que vous devez en principe inclure dans votre version finale de votre revue de la portée. Donc, c'est super pratique d'avoir ça parce que ça vous dit vraiment quoi inclure et ça vous propose des exemples aussi. Donc, vous avez plusieurs éléments pour vous aider, pour vous guider dans le processus. Ce qui est très important, et je l'ai sans doute mentionné avant dans les autres vidéos, sachez que Prisma, ce n'est pas un guide méthodologique, c'est un guide de présentation. Donc, souvent, je vais voir, malheureusement, dans la section méthode, nous avons suivi le Prisma pour mener à bien cette revue systématique. C'est faux. Ce n'est pas un guide méthodologique. Donc, rappelez-vous, c'est bien de citer Prisma et le Prisma SCR pour dire, bon, la revue finale suit les lignes directrices proposées pour Prisma SCR dans son format et dans sa présentation. C'est fortement aussi recommandé, si vous suivez les lignes directrices présentées dans le Prisma, de soumettre une liste complétée, une liste de contrôle complétée comme annexe. C'est pas pratique courante, mais c'est ce qui est recommandé dans le Prisma SCR. Il y a aussi le fameux diagramme Prisma que vous avez sans doute vu dans des revues de la portée ou dans des revues systématiques qui présente un peu le processus du tri des références. Donc, combien de références sont disponibles au début jusqu'à la fin lorsque le tri final se fait pour l'extraction. Donc, vous avez un peu le processus visuellement présenté du nombre d'articles trouvés, les doublons, combien ont été évalués au titre et résumé, combien ont été exclus. Même chose pour le texte intégral et finalement combien d'études ont été incluses dans la version finale de votre revue. Il y a également une autre extension qui s'appelle le Prisma Search. Et ça, c'est plus peut-être pour les bibliothécaires, mais si vous ne collaborez pas avec un bibliothécaire, le Prisma Search peut vous aider à vous assurer que votre section méthode par rapport à l'identification des études est bien définie et bien étoffée là, pour fournir assez de renseignements là, pour être transparent dans votre méthode. Donc, le Prisma Search en est un autre que vous pouvez consulter au besoin.
Au niveau des éléments qui sont dans la liste de contrôle pour le Prisma SCR, je ne mentionnerai pas tout ça ici et vous allez peut-être vous demander, il y a certains doublons. Mais rapidement, c'est un peu l'ordre présenté. Donc, le titre, quoi inclure dans le titre ou comment formater votre titre. Ça va même à ce niveau-là des détails. Le résumé, but, les objectifs de la revue, est-ce que vous avez établi un protocole et si oui, où est-il disponible? Ensuite, des critères d'éligibilité, donc tous des éléments qu'on a vus au cours des différentes vidéos, y compris la stratégie de recherche, le processus de sélection, l'évaluation critique s'il y en a ou il n'y en a pas. Comme je l'ai dit, c'est plutôt rare dans les revues de la portée, mais si vous en avez fait une, évidemment, d'expliquer le processus, jusqu'en bout de ligne où vous avez le sommaire des preuves, la présentation des limites, la conclusion, évidemment, et si vous avez obtenu une subvention ou non pour votre recherche. Donc, évidemment, les détails sont précisés. Si vous vous tournez au site web Prisma, c'est super bien fait. Il y a des PDF, une page par élément que vous pouvez consulter. Et ça vous aide aussi à présenter ce qui est dans l'intro, ce qui est dans la section méthode, dans la section résultats et dans la section discussion, conclusion. Donc, c'est vraiment très, très bien élaboré. Il n'y a pas raison là, de produire une revue de la portée qui est tout croche si vous suivez un peu les lignes directrices proposées par la liste de contrôle. Évidemment, une fois que vous avez présenté ou préparé votre manuscrit, vous allez vouloir diffuser les fruits de votre revue de la portée. Évidemment, la plupart du temps, ça se fera sous forme d'un article. Donc, souvent, ça peut vous aider si vous choisissez une revue qui publie soit des revues systématiques ou qui publie aussi des revues de la portée. C'est plus avantageux dans un sens parce qu'il y a possibilité que les évaluateurs, pour l'évaluation par les pairs, par exemple, auront une connaissance de la méthodologie et pourront faire une bonne évaluation de votre article. Donc, une façon de trouver des articles ou des revues, pardon, qui publient des revues de la portée, vous pouvez souvent soit vous tourner tout simplement vers Google Scholar ou dans une base de données disciplinaire, faire une recherche pour l'expression scoping review dans le titre, par exemple, et de voir si vous êtes capable de trier les résultats par titre de publication. Ça peut vous donner une indication. Donc, par exemple, si vous êtes dans la base de données Education Source, on peut faire une recherche revue de la portée dans le titre et il y a une option dans les filtres sur la page des résultats pour voir les publications où le mot-clé revient le plus souvent. Et ça peut vous aider là, à possiblement choisir une revue qui publie souvent des revues de la portée ou des revues thématiques. Une autre option, et là je mets mon chapeau de bibliothécaire, c'est de choisir ou de chercher à soutenir le libre accès. C'est pas une présentation aujourd'hui sur le libre accès, mais sachez qu'on cherche vraiment à rendre accessible l'information ou la recherche que vous produisez. Donc, c'est une bonne idée si vous êtes en mesure de pouvoir choisir soit une revue en libre accès ou une revue fermée qui offre des possibilités du libre accès pour que des gens pour des gens n'importe où puissent accéder au contenu de votre recherche. Rappelez-vous que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux ressources disponibles par le biais des bibliothèques universitaires. Donc, si votre article est dans une revue fermée, ben, ça limite qui peut accéder à son contenu. Donc, en favorisant ou en ciblant des options de libre accès, vous pouvez rendre votre recherche disponible à tout le monde. Souvent aussi, c'est possible de déposer une copie de votre article dans Recherche UO, qui est notre dépôt institutionnel. Ça vous permet plusieurs avantages, dont la visibilité. C'est indexé dans Google Scholar. C'est en libre accès, évidemment. Et vous pouvez aussi avoir des statistiques sur les téléchargements, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas une présentation sur le libre accès, mais gardez ça en tête lorsque vous choisissez ou diffusez votre article. Et finalement aussi, c'est peut-être de produire différentes communications. Et ce que j'entends par diverses communications, c'est souvent le format d'une revue de la portée pour un manuscrit, pour une publication dans une revue savante. C'est pas nécessairement accessible pour tout le monde, non seulement au niveau de l'accès, mais par rapport au contenu aussi. Donc, chercher à faire des fiches qui font un sommaire ou ce qu'on appelle en anglais des plain language summary, donc des résumés euh, là, j'ai pas la traduction, mais en langue accessible, si on veut. Donc, à ce moment-là, ça devient plus facile de diffuser le contenu de votre revue de la portée pour permettre à plus de gens
de comprendre et de voir un peu l'état de la situation par rapport à votre question de recherche. Donc, il y a certains points à retenir par rapport à l'extraction des données, la présentation des données et son analyse. Évidemment, c'est une étape importante. C'est pas souvent bien expliqué dans les lignes directrices qui existent jusqu'à présent au niveau de la méthodologie. L'article de Pollock vient vraiment pallier à cette limite ou à cette lacune. Donc, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est de planifier l'extraction dès le début aussi. Donc, je reviens, je fais un peu la boucle avec la première vidéo, on parlait de l'importance du protocole. Dans le protocole, c'est important aussi de réfléchir déjà à comment vous allez extraire l'information des études incluses. N'oubliez pas de tester le formulaire pour s'assurer qu'il fonctionne bien, que tout le monde le comprend et extrait la bonne information parmi les études incluses. Rappelez-vous aussi de toujours revenir vers vos questions de recherche. Les questions de recherche vont vous aider à procéder justement à l'extraction, mais aussi à l'analyse. Rappelez-vous d'essayer de ne pas nécessairement extraire les résultats. Rappelez-vous aussi d'être objectif et non subjectif dans votre description et dans votre présentation narrative des résultats. Et aussi de ne pas oublier l'objectif, ce qui revient un peu à l'idée de la question de recherche. Donc, c'est quoi l'objectif de votre revue? Qu'est-ce que vous cherchez à expliquer? Ça va vraiment vous aider avec l'étape d'extraction et d'analyse des données. Finalement, comme je l'ai dit à la fin de chaque vidéo, consultez votre bibliothécaire si vous avez des questions. C'est certain qu'on a peut-être un petit peu moins d'expertise dans l'étape de l'extraction des données, mais on connaît bien les outils, on connaît bien les lignes directrices et aussi les modèles. Donc, on peut vous aider à mieux comprendre cette étape importante pour que vous puissiez réussir à prendre ce que vous avez trouvé et de le présenter de façon cohérente pour qu'on puisse vraiment comprendre l'état de la littérature dans le domaine qui vous intéresse. Donc sur ça, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir participé à cette série là, sur les revues de la portée.